Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous mettons le cap sur la Haute-Sambre. Nous allons en effet pédaler au départ de l'Aube et arpenter la Tudini. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel où il sera question d'histoire d'eau mais aussi de rails. Quand vous donnerez vos premiers coups de pédale, vos yeux ne sauront plus où donner de la tête. À main droite, la Sambre écoulera ses flots. À main gauche, la collégiale Saint-Ursmer s'étendra sur son promontoire dans toute sa majesté. Cette massive construction de grès, exemple type de l'architecture carolingienne, est inaugurée en 1823 par l'évêque de Cambrai. Un siècle et demi plus tard, le chapitre des chanoines y fait son entrée. Car qui dit l'aube dit abbaye. Avec sa voisine d'Aulne, elle rayonne sur la région durant 9 siècles avant d'être anéantie peu après la Révolution française. À ses pieds, les rives tranquilles de la Sambre vous inspireront. Fréquentée dès l'époque romaine, la rivière en fait pourtant voir de toutes les couleurs à ceux qui l'empruntent. À cause de son caractère sauvage, elle rend la navigation aléatoire et dangereuse. En 1825, Guillaume d'Orange met fin à ces déboires. Il améliore la voie d'eau en la canalisant. La circulation fluviale connaît alors une expansion considérable et Thoin devient la capitale de la batellerie. Les chantiers navals y fleurissent et au début du XXe siècle, un chef de famille sur 5 est batelier. Sang Sangou, bonjour, vous êtes journaliste à Télé Sambre. Nous sommes ici dans la ville basse de Thoin, dans un quartier vraiment particulier. Oui, alors donc ici nous sommes dans la commune libre du Rivage, ou appelé le quartier des bateliers. Et c'est un quartier qui est assez important quand on sait que voilà, Thoin et la batellerie sont intimement liés, vu que la batellerie a joué un rôle prépondérant dans le développement économique et dans le rayonnement de Thoin. Ici, le quartier du Rivage, c'est un peu l'équivalent d'Outremeuse à Liège, de Montmartre à Paris. C'est un village dans la ville, si je puis dire. Exactement, c'est un microcosme qui a donc son propre folklore, ses propres coutumes. Et ici, être mailleur, c'est pas tout à fait innocent, c'est pas juste porter l'écharpe mailloral. Il y a vraiment toute une campagne qu'on doit mener quand on veut être élu mailleur. Et donc notamment par exemple le mailleur, eh bien, il a un programme à défendre, il va de porte en porte expliquer un petit peu son slogan, etc. C'est pas uniquement folklorique, il y a également le côté un peu plus officiel. Ici les gens sont reconnus par la ville. Oui, exactement. Le bourgmestre, il considère ce quartier comme très très important. Et donc voilà, le mailleur est souvent invité à la commune pour des réceptions, des cérémonies officielles, même lors des conseils communaux par exemple. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On regarde tout de suite votre reportage, Sang Sang. D'accord. Nous voilà plongés dans la commune libre du Rivage, souvent appelée le quartier des bateliers. Sur les façades pittoresques des maisons jusqu'au nom des rues, l'âme des bateliers hante ce coin de ville basse. Dans les années 1930, il y avait 1104 familles de bateliers inscrites au registre de la population, donc pour 5000 habitants. Aujourd'hui, le Rivage est peuplé d'anciens bateliers. En s'établissant en bord de Sambre, c'est un peu comme s'ils n'avaient jamais quitté le bateau. Le doyen des bateliers, le voici. Il a vécu sur l'eau pendant plus de 50 ans. Mes parents m'ont mis à la barre du bateau à 15 ans pour apprendre le métier. Le batelier, c'est de la convivialité. Il faut s'entraider les uns les autres, hein? C'est ça. C'est une grande famille, la batellerie. En 50 ans d'existence, jamais une femme n'avait arboré l'écharpe mailloral. En 2013, Jocelyne Pop est donc devenue la première mailleresse du Rivage. Une mailleresse qui entretient de bonnes relations avec son bourgmestre. En plaisantant, très souvent, il m'appelle collègue ou voilà. Je suis régulièrement invitée d'ailleurs à la commune, que ce soit conseil communal, que ce soit des réunions de quartier, des choses pareilles. À Thoin, les traditions sont donc prises au sérieux. Le folklore peut revêtir un caractère très solennel. Avant de commencer la lecture du procès-verbal, je vous demanderai de vous lever afin de respecter une minute de silence pour notre ancien champêtre Raymond Overput qui est décédé récemment.
On est réunis aujourd'hui pour discuter un peu de notre brocante qui aura lieu le 18 juillet, c'est bientôt, donc j'espère qu'on aura autant de monde que l'année dernière, c'était magnifique. Renouant avec leur passé, les Tudiniens sont en train d'écrire une page de leur histoire qui n'est pas prête de se tourner. Vous prolongerez avec plaisir votre escapade dans la ville basse. Au-dessus de votre tête, le beffroi veillera sur la vallée de la Sambre. S'il date de 1638, ses origines sont bien plus anciennes, puisque dès le Moyen-Âge, Thoin possédait un beffroi pour garder la ville. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait peau neuve en 2004 et mérite une petite visite en compagnie de son sonneur de cloche. Autre visite à ne pas rater, celle du centre de découverte du vicinal installé sur le site de l'ancienne gare de Thoin-Ouest. En ce lieu, l'ASVI a rassemblé une vingtaine de véhicules en état de marche. Datant de 1888 à 1958, ils offrent un panorama représentatif du matériel employé autrefois par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, la plus importante institution de transport local qui n'ait jamais existé. Jacques Botte, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Thoin avec un Ravel d'eau, un Ravel de fer, mais on peut parler de Ravel longue distance. Nous sommes ici à l'intersection de deux ravels. Nord-sud, c'est un Ravel de fer qui vient de Flandre, on peut dire, par Tournai, Mons, La Louvière, et arrive ici et continue vers Beaumont et Chimay. Et ouest-est, un Ravel d'eau qui suit la Sambre et la Meuse. C'est le Ravel d'ailleurs de l'Eurovélo, Eurovélo 3, qui nous amène, si on continue, vers Oslo. Alors ici, nous sommes à un endroit assez particulier. Oui, parce que en fait ici nous sommes sur un Ravel qui permet une coexistence entre le Ravel proprement dit et une voie vicinale. Alors c'est quoi la différence entre une ligne ferroviaire et une ligne vicinale? Une ligne vicinale, en fait, pour parler d'écartement, une voie ferrée c'est 1,43 m et une voie vicinale 1 m. Donc c'est une différence. Le vicinal permettait d'aller en ville. Et ensuite, le vicinal, grâce à ses courbes plus serrées, permet des trajets à l'intérieur des différents sites. À l'époque, on peut dire que le chemin de fer et le vicinal étaient vraiment complémentaires. Ils étaient complémentaires dans la mesure où on avait 5000 km de voies ferrées et 5000 km complémentairement de voies vicinales. L'association pour la sauvegarde du vicinal ne se contente pas d'exposer ses tramways, elle les fait aussi revivre. Ne vous étonnez donc pas de pédaler aux côtés de l'un de ces anciens véhicules lorsque vous prendrez la direction de Bième-sous-Thoin. Après celle de la Sambre, c'est cette fois dans la vallée de la Biémelle que vous vous aventurerez. Au passage, vous apprécierez la très belle vue sur la ville haute de Thoin, ses remparts qui enserrent le cœur historique et ses jardins suspendus qui cascadent en terrasse. D'abord plateformes de défense, ils sont devenus des espaces verts dès le Moyen-Âge et bénéficient d'un véritable microclimat. L'ancienne ligne 109.2 vous proposera elle aussi une forte dose de verdure. Reliant Couëmes à Chimay, elle est établie par tronçon de 1868 à 1882 au gré des besoins de l'industrie. Bois et minerais de toutes sortes s'y croisent ainsi jusqu'à sa fermeture définitive en 1964. Au-delà de Bième-sous-Thoin, le tram vous abandonnera. Vous continuerez donc votre voyage en solitaire jusqu'à Thuilly. À la croisée des chemins, vous pourrez rallier Chimay ou les lacs de l'Odeur. Et si vous quittez le Ravel, octroyez-vous une petite escapade jusqu'à Ragny. Face à l'église d'origine romane, aux jolies maisons anciennes mélangeant briques et calcaire, aux fermes robustes et au caractère authentique qui se dégage de ces rues, vous comprendrez pourquoi la localité est considérée comme l'un des plus beaux villages de Wallonie. Et si vous n'êtes pas encore suffisamment convaincu, pénétrez au sein de l'imposante ferme de la Cour, superbement restaurée. Aujourd'hui, on n'y rend plus justice, mais on y distille d'excellents produits, à boire et déguster avec modération, bien entendu.